Je vais donc laisser la parole au dernier intervenant, M. Elias Zouari, qui est démographe, qui est président du Centre d'études et de réflexion sur le monde francophone et qui va justement nous présenter le français sous l'angle de la démographie. On a déjà compris tout à l'heure que on voit bien quand 1% d'anglophones, si je puis dire, officiellement en Europe et que ça fait quand même la langue, ça montre bien que la démographie n'est pas tout, mais qu'elle est aussi importante parce que la démographie, quand on regarde le problème au niveau mondial, le français n'est pas défavorisé, si je puis dire. Voilà, je vous laisse la parole. Donc, je vous remercie de m'avoir invité pour prendre part à cette table ronde consacrée à la francophonie, un domaine passionnant, et que j'ai donc le plaisir d'aborder sous l'angle de la démographie. J'avais apporté quelques cartes et graphiques avec moi, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de les démontrer, mais ce n'est pas grave. Alors déjà, donc, le monde francophone, d'un point de vue démographique, c'est un espace qui est très dynamique, ce qui signifie qu'il est en train d'émerger aujourd'hui sur la scène internationale, mais ce qui implique également, c'est une évolution qui implique également un certain nombre de défis à relever naturellement. Alors tout d'abord, je voudrais juste rapidement présenter le monde francophone pour éviter certaines confusions, certains malentendus. Le monde francophone, si on applique en tout cas la même définition qu'on utilise pour les autres espaces linguistiques, hispanophones, arabophones ou autres, ben c'est l'ensemble des pays et territoires, tout simplement, où l'on peut vivre en langue française, dans lesquels l'usage du français est une réalité quotidienne à divers degrés, car c'est la langue des affaires, des médias, de l'administration, de l'école, de l'enseignement, seul ou avec une ou d'autres langues locales partenaires, pour prendre un terme qui est utilisé à juste titre par l'OIF. Et donc ce vaste espace, dans sa définition géographique la plus stricte, en comptant que les territoires qui sont francophones, y compris dans les territoires, par exemple, en prenant compte, pardon, excusez-moi, en en tenant compte uniquement que des parties francophones, voilà, des pays comme le Canada, par exemple, que le Québec et la portion francophone du Nouveau-Brunswick, ou que la partie francophone de la Belgique ou de la Suisse, et bien, au final, ça nous fait une surface de 16,3 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire une superficie qui est à peu près 4 fois aussi grande que l'Union européenne tout entière. C'est un territoire qui est d'ailleurs beaucoup plus vaste qu'on ne le pense, que ne l'indique la majorité des cartes géographiques en circulation, qui ont tendance à diviser par 3 ou 4 la superficie de cet ensemble en augmentant artificiellement la taille des pays du Nord, en particulier de la Russie ou du Canada, ce qui fait que, à titre d'exemple, un pays comme la Guinée est aussi grand que le Royaume-Uni, à 1% près. Or, dans les cartes, vous la verrez souvent paraître 3 fois plus petite que le Royaume-Uni, alors qu'en fait, elle est aussi grande. Ou encore, on a l'exemple de l'Algérie, qui est 10% plus grande que le Groenland, le pôle Nord, alors que dans bien des cartes, elle paraîtra être 4-5 fois plus petite. Voilà. Et c'est avec l'espace anglophone, le seul espace dans lequel sont représentés tous les climats existants sur Terre, désertiques, arctiques, etc., équatorial, et ainsi tropical, et ainsi de suite. Et donc ce vaste espace donc regroupe 33 pays sur 4 continents. D'un point de vue démographique, c'est un ensemble donc, de pays, de territoires qui regroupe aujourd'hui 555 millions d'habitants. Estimation au 1er janvier 2023, en tenant compte des données publiées par le PRB, qui est un organisme privé américain, qui est une des références mondiales en matière de démographie, qui publie chaque année un rapport au milieu d'année. Donc si on extrapole de ces données-là, on atteint une population de 555 millions début 2023. Et donc c'est bien un chiffre qui est différent de celui que l'on entend souvent et qui est présenté par l'OIF et par les médias, qui est celui de 320 millions de personnes. C'est un chiffre qui, il faut le souligner, ne permet pas d'apprécier correctement le poids réel du monde francophone, de la langue française dans le monde, car c'est un chiffre qui ne tient compte que des personnes qui ont une bonne connaissance, ou en tout cas un niveau au moins assez bon de maîtrise de la langue française à l'oral et à l'écrit. Ce qui fait par exemple que ce chiffre de l'OIF, qui est régulièrement pris par les médias, ne tient compte que du tiers des Ivoiriens, 34% seulement, et du quart des Sénégalais, 26%. Donc vous voyez bien que c'est un chiffre qui ne correspond à aucune réalité économique. En économie, on raisonne en termes de marché, on ne s'amuse pas à calculer qui parle bien français, qui ne le parle pas bien, on n'écrit pas bien. Ça ne correspond à aucune réalité géopolitique, ni même à aucune ou presque aucune réalité sociale, puisque dans tous ces pays-là, où le français est la langue officielle, seul ou avec d'autres, l'ensemble de la population a un usage quotidien de la langue française à divers degrés, pour avoir
dans le cadre de ses contacts avec l'administration, extrait de naissance ou autre, pour rédiger, pour recevoir des factures, pour regarder la télévision, lire les journaux, les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Voilà, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le MEDEF interfrançais, qui avait organisé en 2021 la première rencontre internationale des entrepreneurs francophones, qui donc des regroupements, des organisations patronales francophones, avait justement pour la première fois mis de côté les chiffres de l'OIF, qui ont leur utilité dans certains domaines, mais qui ont tendance à induire en erreur la société civile pour ne prendre que les chiffres du SINF. C'était en 2021 la première fois. Et donc cet espace qui regroupe aujourd'hui 555 millions d'habitants, c'est un espace qui est très dynamique. C'est l'espace linguistique le plus dynamique au monde, qui croît à un rythme aujourd'hui de 2,1%, estimation 2022, que je viens d'ailleurs de calculer, que je n'ai pas encore publié, et devant l'espace arabophone, 1,8%. Et cette émergence, donc ce dynamisme démographique qu'on observe depuis quelques dizaines d'années, se traduit par une émergence démographique que l'on observe notamment en constatant que cet espace a multiplié sa population par 4 ou plus depuis 1950. En 1950, l'espace francophone ne représentait que 129 millions d'habitants, contre 555 aujourd'hui. L'espace francophone a dépassé en 2012 l'espace hispanophone, qui regroupe aujourd'hui 471 millions d'habitants, et a dépassé en 2020 l'ensemble de l'Union européenne, Royaume-Uni, c'est-à-dire l'Union européenne dans ses frontières avant le Brexit, qui compte aujourd'hui 515 millions d'habitants. Donc, et puis au passage, petite parenthèse, l'espace arabophone a dépassé au cours du premier semestre 2022, toujours d'après les estimations, l'espace hispanophone, 474 début 2023 contre 471 aujourd'hui. Voilà. Et donc cette croissance démographique est portée naturellement par, aujourd'hui surtout par l'Afrique francophone, par l'Afrique en particulier subsaharienne, qui croît à un rythme aujourd'hui à peu près 2,8-2,9% par an. Cette montée en puissance de l'Afrique francophone se traduit notamment à travers, dans le classement des grandes villes francophones du monde, puisqu'aujourd'hui 8 des 10 plus grandes villes francophones du monde sont africaines, dont 7 d'ailleurs sont d'Afrique subsaharienne. Kinshasa a dépassé largement Paris, compte aujourd'hui environ 15 millions d'habitants. On attend d'ailleurs des estimations un peu plus précises à ce niveau-là, contre 11 pour Paris. Il ne cesse de creuser l'écart chaque année. Et donc, mais par contre, cette croissance qui est encore assez forte masque en réalité une baisse de taux de fécondité, du taux de natalité qui en réalité baisse, et ça fait d'ailleurs depuis de nombreuses années que ce taux baisse, puisque le pic en matière de natalité, si l'on prend le cas de l'Afrique subsaharienne francophone, qui est aujourd'hui le moteur de la croissance démographique du monde francophone, le pic de natalité avait été atteint en 1975. Donc ça fait en réalité quelques décennies déjà que la natalité commence à baisser, lentement mais sûrement, avec une petite accélération récemment, alors que dans le même temps, on avait une accélération du rythme de croissance démographique, qui a atteint même un maximum pour l'Afrique subsaharienne, de 3,1% en 2021-2020. Et ce paradoxe s'expliquait tout simplement par l'allongement de l'espérance de vie, donc par la réduction de la mortalité, qui fait qu'aujourd'hui, 3-4 générations peuvent coexister ensemble, et aussi et qui fait aussi que de plus en plus de femmes arrivent à l'âge de procréer, au lieu et donc de moins en moins décèdent à un jeune âge ou à l'adolescence ou encore à l'âge où elles sont capables d'avoir des enfants. Donc, voilà. Or, justement, cette situation paradoxale n'est pas éternelle, bien évidemment, et on vient d'ailleurs, depuis l'année dernière, semble-t-il, de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire à la baisse concrète du rythme de croissance démographique de l'Afrique subsaharienne francophone, qui aurait atteint 2,8-2,9% en 2022, donc contre 3 il y a encore 2 ou 3 ans. Et c'est donc dans certains pays, le taux de natalité d'ailleurs connaît une baisse assez importante. Si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, on a une baisse d'à peu près 44-45% à peu près depuis 1975. Le taux est encore assez élevé, on est à 4,4 enfants par femme aujourd'hui, mais on était à 7,9 en 1975. Donc le taux est encore peut-être assez élevé, mais c'est très faible par rapport au niveau qui était auparavant. Pareil pour Madagascar, à moins 40%. On est passé de 7,9 7,8 je crois en 1975 de 7,3 en 1975 à 4,4 aujourd'hui. Ça fait pareil, une diminution du même ordre de grandeur que la Côte d'Ivoire.
D'ailleurs, il est intéressant de constater que la Côte d'Ivoire est un des pays les plus riches, les plus dynamiques d'Afrique, alors que Madagascar est un des pays les plus pauvres. Ce qu'on voit bien là, c'est un exemple parmi tant d'autres que le développement économique et l'explosion démographique, c'est un développement économique plutôt, n'entrave pas forcément le développement, la croissance démographique rapide n'entrave pas forcément le développement économique, contrairement à ce que prétendent certains commentateurs. Et donc, ce vaste espace, qui rassemble aujourd'hui 555 millions d'habitants, devrait atteindre normalement à peu près les 1 milliard d'habitants ou les dépasser d'ici 2060 environ. Et on dépasse, en creusant d'ailleurs son écart avec les autres espaces linguistiques, que sont l'espace arabophone et l'espace hispanophone, par exemple. Voilà. Alors, cette croissance démographique très importante, naturellement, ça implique un certain nombre de défis. Au niveau alimentation, au niveau développement économique et social, au niveau de l'immigration, ou encore au niveau des menaces que peuvent faire peser sur cet ensemble certaines puissances étrangères qui ont certaines convoitises territoriales, si je peux dire. Je ne parle pas des convoitises économiques ou sécuritaires, au niveau économique ou sécuritaire. Donc, alors, ce sont des menaces, des défis qu'il convient de relever, donc ces défis représentent des sujets de préoccupation, des sujets d'inquiétude, mais qu'il faut aborder d'une manière rationnelle et sans sombrer dans le catastrophisme ambiant que l'on rencontre souvent dans les médias. Voilà, par exemple, au niveau alimentaire, on entend souvent dire que la croissance en Afrique francophone ou en Afrique de manière générale serait trop rapide, beaucoup plus rapide que la croissance de la production en produits alimentaires de ces pays, que ces pays n'arrivent pas à nourrir cet accroissement de population annuel. Tout cela est totalement faux. Les personnes qui parlent de cette manière ont des connaissances économiques qui datent, qui sont assez anciennes. L'Afrique francophone aujourd'hui se développe assez rapidement. L'Afrique globalement, l'Afrique francophone en particulier, se développe assez rapidement. La croissance agricole croît beaucoup plus rapidement que la croissance démographique. On a l'exemple, je peux prendre l'exemple du Sénégal parmi des dizaines d'autres exemples. On a la production de riz au Sénégal au cours des 10 dernières années a été multipliée par 3, c'est-à-dire une augmentation de près de 200%, alors que la population sur la même période a cru d'environ un tiers, 30-35%. Donc là, c'est un exemple parmi des dizaines d'autres. Il n'y a que, par contre, il y a des exceptions sur le continent africain. Si vous avez des pays qui sont faillis ou qui sont en faillite, en guerre civile ou pour d'autres raisons, là, bien évidemment, ce sont des pays qui ne peuvent pas produire suffisamment pour nourrir leur population. Et justement, lorsqu'on regarde les choses de plus près, on s'aperçoit que la quasi-totalité des pays qui sont dans ce cas de figure en Afrique, aujourd'hui, mais aussi historiquement, sont des pays qui ne sont pas francophones. On a le Soudan du Sud, qui a connu au total, je crois, 40 années de guerre civile à peu près. Ce n'est pas un pays francophone, le Soudan, qui vient de nouveau de sombrer dans la guerre civile. Ce ne sont pas là des attaques djihadistes qui concernent telle ou telle partie du territoire, c'est bien une guerre civile qui consacre la totalité du territoire. Donc l'État est détruit dans tout le pays. Vous avez la Somalie, ce n'est pas un pays francophone, le Zimbabwe non plus. Du côté francophone, il y a peut-être seul pays qui est aujourd'hui dans une situation très délicate, avec un État quasi failli, c'est peut-être la Centrafrique, peut-être, pour laquelle j'ai beaucoup d'inquiétudes. Hélas, mais même en Centrafrique, la situation est bien meilleure qu'au Sud-Soudan voisin. Au Sud-Soudan voisin, entre 2013 et 2020, il y a eu 400 000 morts, guerre civile. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs fois autant de victimes qu'il y a eu dans toute l'Afrique francophone ex-française en 60 ans. Pareil en Éthiopie. Entre 2020 et 2022, en seulement 2 ans, il y a eu environ 600 000 morts, c'est-à-dire plusieurs fois plus qu'il y en a eu dans toute l'Afrique francophone ex-française en 60 ans. Ça vous donne un petit peu un exemple, un comparatif de la situation. D'un point de vue, aussi autre chose, n'oublions pas que l'espace francophone demeure très largement sous-peuplé. Voilà, un pays comme la Côte d'Ivoire, qui compte 30 millions d'habitants, s'il était aussi peuplé que la Grande-Bretagne, compterait 90 millions d'habitants. Voilà. Et si elle était aussi peuplée, par exemple, que l'Ouganda, un pays anglophone de l'Afrique de l'Est, elle en compterait 64 et non pas seulement 30 aujourd'hui. Donc il y a un rattrapage démographique qui est en train de s'opérer. Et les terres, ce ne sont pas les espaces, les terres agricoles, le potentiel agricole qui manque, des millions d'hectares de terres arables qui sont encore inexploitées. D'un point de vue, pareil, développement économique et social, là aussi, il faut prendre un petit peu de hauteur. Il faut savoir, par exemple, que le Richard Marcoux, qui est un démographe canadien, avait signalé qu'entre 1960 et 2010,
le nombre de Maliens qui parlaient et francophones avait été multiplié par 30. Donc on avait un pays qui a vu sa population tripler sur la même période, mais qui a été capable de scolariser, d'augmenter, non seulement de suivre cette augmentation démographique, mais en plus de faire augmenter considérablement le taux de scolarisation. Donc si ces pays ont réussi à le faire au cours des 50 dernières années, je ne vois pas comment ils ne pourraient pas le faire dans les années qui viennent, alors que le taux de croissance démographique va baisser dans les années à venir. Donc il y a pareil en matière, enfin il y a des défis au niveau migratoire. Au niveau migratoire, c'est vrai, là aussi il y a beaucoup d'inquiétudes. On s'attend à ce que l'Afrique, par exemple globalement, devrait doubler sa population d'ici 2050. Donc si on parle de l'Afrique subsaharienne tout entière, qui est 1,2 milliard aujourd'hui, devrait passer à 2,4 milliards environ. Voilà, certains ont des inquiétudes en matière migratoire. On considère que cela pourrait se traduire par un afflux de plusieurs dizaines de millions de personnes vers les pays du Nord. Là aussi, il y a certains risques en la matière, mais là aussi, prenons un petit peu de hauteur, hein, et en prenant de la hauteur, on s'aperçoit que les craintes sont souvent exagérées. Parce qu'au cours des 40 dernières années, l'Afrique subsaharienne, pour ne parler que d'elle, avait déjà augmenté de 800 millions de personnes. Il y a 40 ans, il y avait des gens qui s'imaginaient alors qu'il y aurait des dizaines de millions, des dizaines qui viendraient en Europe, par exemple. Eh bien, ça n'a pas du tout le cas. Il n'y en a eu que 5 millions environ qui sont venus au cours des 40 dernières années, soit un peu moins du double aujourd'hui, en tenant compte de leur descendance. Voilà. Et puis, dernier point, que je termine juste une petite 2 minutes, ça c'est important. Il y a la question des convoitises de certaines puissances étrangères. On parle souvent parfois du Commonwealth ou du Gabon ou du Togo qui serait, leur adhésion à l'OIF serait problématique. Non, ce n'est pas problématique. Le Ghana, la Gambie ont adhéré à l'OIF. Ils ne sont pas pour autant devenus anglophones, comme le Mozambique a adhéré au Commonwealth, il n'est pas devenu anglophone pour autant. Ce qui est problématique, ce sont les attaques qui sont menées hors Commonwealth par certaines puissances qui visent véritablement à attaquer, je dirais, l'intégralité territoriale du monde francophone en rétrécissant la superficie, en faisant basculer certains pays dans leur giron. Et je parle notamment du Royaume-Uni et de son offensive contre la francophonie au Maroc. Le Royaume-Uni, j'avais d'ailleurs abordé le sujet dans un article qui était largement répandu, dans l'espace francophone, avait publié en 2021, en avril 2021, un rapport officiel publié par le British Council, donc un rapport gouvernemental qui a été validé, voire commandé par le gouvernement britannique, et dans lequel il est fait l'éloge à la langue anglaise qui serait présentée pour le Marocain comme un moyen de se développer davantage pour le progrès et la prospérité, contrairement aux Français qui ont travaillé leur développement. Alors, bien, ce document a été massivement relayé dans toute la presse marocaine. Et il faut considérer cela, donc pas à la légère, c'est une véritable attaque, une véritable guerre, si l'on peut dire, contre l'espace francophone, donc contre les Sénégalais, contre les Camerounais, les Centrafricains, les Québécois, les Tunisiens, les Français ou autres. Et en plus, c'est une attaque qui repose sur des arguments totalement fallacieux, totalement faux, puisque le Maroc n'a aucune leçon à recevoir en matière de développement économique et social, puisqu'il dépasse largement tous les autres pays arabophones, anglophones. C'était le seul pays arabe qui dispose d'une véritable industrie automobile, c'est le seul pays arabe africain qui a des trains à grande vitesse, des TGV, avec l'Arabie Saoudite seulement du côté arabe, c'est le champion arabe de l'innovation hors pays pétrolier, c'est le deuxième investisseur sur le continent africain, qui va d'ailleurs dépasser bientôt l'Afrique du Sud. C'est un pays qui compte 56 entreprises parmi les 500 entreprises plus grandes du continent africain, classement Jeune Afrique d'il y a 1 ou 2 mois, alors que l'Égypte, pays arabo-anglophone, en compte que 46, alors qu'elle est 3 fois plus peuplée. Et enfin, l'Afrique francophone est la partie globalement la plus dynamique du continent africain. Toutes les études le montrent, taux de croissance sur 10 ans, sur 20 ans, la plus dynamique de loin d'ailleurs, la moins endettée, la plus stable, et ainsi de suite. Donc tout ça n'est que pure propagande, et donc nous devons être vigilants à ce niveau-là. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Zouari. Votre propos est particulièrement agréable à entendre parce que la plupart du temps, quand on parle de francophonie, on le fait toujours avec un ton comment dirais-je, de désolation, en parlant de recul, de régression. Et puis là, vous nous montrez au contraire que non seulement on n'est ni dans le recul ni dans la régression, mais plutôt au contraire dans la progression. Pas du tout, mais c'est la France qui ne joue pas son rôle et qui fait tout pour que les Français ne le savent pas, justement, que nous sommes en réalité un espace très dynamique dans tous les domaines et tout est fait pour que les gens ne le savent pas. Voilà. Au moins, toutes les personnes ici présentes le savent désormais et c'est déjà très bien.